Les tractions en musculation, c'est un des grands basiques, avec les mouvements d'accroupissement et les mouvements de poussée. On se dit les tractions, tout le monde sait faire, hein, on pend et on monte et on descend. Mais est-ce que c'est si simple que ça? Je suis avec mon collègue et ami Thibaut, qui est coach diplômé d'État en gymnastique, et il n'y a pas plus fort que les gyms pour nous parler de traction. Donc Thibaut, dis-nous un peu ce que tu penses, par exemple, pour commencer, de l'amplitude articulaire sur les tractions. Une autre façon de le dire, est-ce que tu penses que nous, en muscu, on doit aller tout en bas et tout en haut à chaque traction? Alors c'est une question qui est très intéressante, Olivier, qui est souvent objet de débat pour le coup, sur l'amplitude et notamment en muscu, avec ce qu'on peut assimiler au rep partiel, etc. Nous en gymnastique, on a l'habitude de travailler dans des amplitudes complètes pour plusieurs raisons. Déjà d'une pour la sollicitation musculaire, c'est quelque chose d'important d'aller recruter dans des grandes amplitudes. Alors particulièrement sur la gymnastique parce que on sait que la gymnastique se déroule souvent dans des amplitudes qui vont être très importantes. Même si en tant que gymnaste, nous, si tu veux, les tractions ne sont pas un élément à proprement dit directement transférable. C'est vraiment dans l'optique de développer la force. Donc l'amplitude aura bien entendu un rôle très important. Je pense que c'est important d'aller chercher des grandes amplitudes. Pour la simple et bonne raison, c'est que je l'ai dit, sur le recrutement musculaire, mais également sur tout le système ostéotendineux. C'est important d'aller créer et générer des tensions importantes pour que l'appareil justement ostéotendineux puisse créer des adaptations qui seront peut-être pas forcément les mêmes lorsqu'on va travailler sur des amplitudes plus ou moins réduites. Donc toi, pour la musculation, pour les gens qui nous écoutent, tu n'es absolument pas contre aller tout en bas et monter tout en haut? Non, encore une fois, je pense que ce qui est hyper important, mais comme dans n'importe quel geste, c'est toujours être dans une notion de contrôle moteur, parce que tu vas avoir des gens qui vont faire donc des tractions et qui vont avoir aucun contrôle moteur, notamment sur la phase de redescente, donc sur la phase excentrique. Et là, en effet, ça peut poser des problèmes parce que à force de répétition, voilà, les chocs vont pouvoir être problématiques, notamment au niveau de l'hypertrophie. On en reparlera tout à l'heure avec les positions de main, parce que ça aussi, ça va avoir un impact. Donc oui, je pense que c'est vraiment capital d'aller dans des amplitudes complètes, mais encore une fois, il faut être dans une notion de contrôle moteur. Quand il y a le débat amplitude complète, amplitude partielle, ce que les gens mélangent, c'est amplitude complète et manque de contrôle moteur. Alors, effectivement, si tu vas tout en bas et à chaque fois tu prends un gros jeton dans l'épaule, on pourrait le faire, mais personne ne dit qu'il faut prendre un gros jeton. Exactement. Il faut contrôler son fait. C'est toujours une question d'interprétation. Tu vas avoir des gens qui vont t'expliquer la même chose sur le squat en disant il faut pas descendre en amplitude complète parce que derrière c'est traumatisant pour les genoux, etc. Les genoux, les hanches, etc. Non, encore une fois, quand tu es dans une notion de contrôle moteur et dans une notion de tension permanente, il n'y a pas plus de danger que ça. Après, ce qui va être important aussi de comprendre, c'est qu'en partant vraiment de la phase bras tendu, on sait que la problématique sur les pull-ups, sur les tractions, pardon, c'est vraiment la première partie, c'est-à-dire de la phase de suspension complète jusqu'à la phase, en gros, des coudes à 90 degrés. En principe, les gens sont toujours relativement forts lorsqu'on fait la deuxième partie de la traction, mais sur la première partie, c'est là où il y a en principe souvent un point faible. Et c'est là où l'utilisation des élastiques, parce que ça on peut le voir en gymnastique, on peut le voir en calisthénie, on peut le voir également beaucoup en salle de muscu, où les gens ont tendance à utiliser un élastique, et pour moi c'est quelque chose d'un petit peu délétère, parce que l'élastique il va être en tension maximum, notamment quand on va être dans la partie basse, donc il va avoir tendance à beaucoup vous aider dans la partie où vous êtes finalement le plus faible. Donc l'utilisation des élastiques pour moi c'est quelque chose d'un petit peu... oui, pardon, voilà, il va nous aider dans la partie en bas où on a le moins besoin, voilà, et du coup, pour moi, c'est quelque chose. En fait, ce que veut dire Thibaut, c'est que l'élastique, il t'aide au moment où tu en as le moins besoin, et le moment où tu en aurais le plus besoin, il est peu présent. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, on a parlé de l'amplitude. Deuxième point, les tractions, on peut les faire en pronation, en supination, en prise neutre, aux anneaux. C'est des grandes familles. Qu'est-ce que toi, tu as envie de dire aux gens qui ne sont pas des gyms, mais en t'appuyant sur ton expérience de gym sur les différentes prises? Alors déjà, les prises vont avoir un impact déjà sur le recrutement musculaire et sur les muscles qui vont être engagés. Moi, je fais partie de l'école des gens qui disent qu'il faut pas se restreindre à une seule et unique position de main. Je vais même aller plus loin parce que tu as parlé de pronation, de supination, de la prise marteau, mais
pour moi, il y a quelque chose qui est très sous-estimé, c'est la prise verticale, type lorsqu'on va faire des pull-ups sur une corde, où moi j'utilise par exemple des supports que j'appelle les bougies, donc qui sont des morceaux de bois verticaux. Et je trouve que c'est également super intéressant parce que déjà, ça va solliciter le grip de manière différente, qu'on soit en pronation, en supination, en prise marteau ou en prise verticale. Donc ça va être déjà le premier apport. Les sollicitations musculaires qui vont être différentes. Néanmoins, moi, tout ce qui est les tractions en supination, je suis extrêmement vigilant, notamment sur la partie gym parce que j'entraîne de jeunes athlètes. Et on sait que le fait de venir descendre en position de supination, bras tenus en amplitude complète, pour le coup on rejoint l'amplitude complète qu'on a évoquée précédemment, on peut avoir des petites pathologies d'inflammation au niveau de l'épitrochée, et ça a été constaté de manière assez régulière. Donc moi sur le travail en supination, j'aime bien le faire, mais plutôt dans une constante d'isométrie. Donc de maintien sur la partie haute, voire sur le niveau intermédiaire, mais j'ai toujours un petit peu de mal sur la descente complète, de faire vraiment des pull-ups en répétition en position de supination. Alors ce que j'aime bien faire, il y a une super alternative, c'est de le faire en prise mixte. Donc de faire une main en supination, une main en pronation, ce qui nous permet avec la main en pronation de pouvoir venir freiner et contrôler un petit peu plus, de telle manière à ce que ça choque un petit peu moins changer chaque série. Voilà, exactement. Alors soit on peut changer à chaque série, ou moi ce que j'aime bien faire aussi, c'est par exemple de faire 3 tractions d'un côté, à l'issue de ces 3 tractions sans descendre, hop, je vais changer directement mes mains et refaire sur l'autre côté. C'est un système que j'aime bien. Donc, dans ta population de jeunes gymnastes, ouais, tu as le sentiment que les tractions en supination de grande amplitude, ça inflamme un petit peu le corps. Alors, c'est pas, là encore une fois, il y a aucune étude qui. Non, c'est du terrain. Mais c'est vraiment du terrain. C'est vraiment du terrain. Que je vais poser, c'est la suivante. Est-ce que tu penses que, c'est une hypothèse, est-ce qu'ils sont plutôt hyper pronateurs, tes athlètes? C'est-à-dire qu'ils ont vraiment une tendance à la pronation très marquée, ce qui expliquerait que si tu les forces en supi, ils sont un peu dans le mal, ou est-ce que non, il n'y a pas de lien? Non, encore une fois, je peux pas dire ça avec certitude. Ce qu'on a pu constater en effet, c'est qu'il y avait souvent des petites inflammations. C'est assez intéressant que tu me poses cette question parce que on n'est pas hyper pronateur pour le coup en gymnastique. Il y a un travail de supination qui est quand même relativement important, notamment en barre fixe, avec ce qu'on appelle le travail en lutte, donc où les mains vont être en supination. Mais encore une fois, on va être dans une constante vraiment de bras tenus de manière constante, où il n'y aura pas ce phénomène de flexion et ce phénomène d'accro. Donc, comment on peut l'expliquer? Est-ce que c'est parce que l'appareil ostéotendineux finalement n'est peut-être pas forcément très adapté encore durant cette période de croissance, ce qui peut expliquer ça aussi. Il y a aussi peut-être le fait que le développement des biceps chez les plus jeunes est peut-être pas assez important, donc pas assez protecteur lors de la phase de descente. Ça peut être aussi une explication. Néanmoins, est-ce qu'après, chez les adultes, il ne faut pas en faire du tout? Encore une fois, le ou tout ou rien, pour moi, ça n'a pas de sens. Je pense qu'encore une fois, c'est une histoire d'éducation au mouvement. Mais très honnêtement, je pense qu'il y a des choses peut-être plus intéressantes que les tractions supination pour venir développer notamment les biceps. Alors, parlons un petit peu des différentes prises. Donc, on a parlé de la supination. Depuis l'avènement du CrossFit, les anneaux sont rentrés dans les salles. Qu'est-ce que t'en dis, toi, du rôle des anneaux pour les tractions en muscu? Alors moi, je trouve que c'est un super outil. Je suis le premier à vendre et peut-être même à survendre les anneaux. Parce que justement, il y a cette notion de rotation, c'est-à-dire que les anneaux tournent sur eux-mêmes. Alors un petit peu moins en CrossFit, pour la simple et bonne raison, c'est qu'on est sur un système d'attache de sangle, alors qu'en gymnastique, les anneaux en fait peuvent pivoter sur eux-mêmes à l'infini, alors qu'en CrossFit, c'est pas forcément le cas. Néanmoins, l'utilisation telle qu'on va pouvoir le faire sur une pull-up, donc par exemple de partir sur une situation en pronation et au cours de la traction de venir créer une rotation pour finir en supination, c'est hyper intéressant. Et donc du coup là on élimine cette contrainte, comme je le disais tout à l'heure, de venir taper dans l'épitrochée lorsqu'on va redescendre, puisqu'on va commencer soit sur une position neutre, soit sur une position en pronation. Et au cours de la traction, on va effectuer une rotation. Et lors de la phase excentrée, on va à nouveau créer à nouveau cette rotation. Je trouve que c'est hyper intéressant parce que on va avoir des sollicitations notamment au niveau du coude, au niveau du poignet, qui vont être assez intéressantes en termes de renforcement, parce que lorsqu'on parle des pull-ups, on parle surtout des muscles au niveau du dos, au niveau des bras, mais on a tendance à occulter un petit peu l'aspect prophylactique qu'on va avoir sur les pull-ups. Et nous, pour le coup, en gym, les pull-ups ont un véritable effet prophylaxique.
Donc moi je trouve ça très intéressant de pouvoir justement utiliser les anneaux. Et puis aussi l'anneau qui a sa forme un peu courbe permet d'avoir des situations, des positionnements humains qui vont être plus ou moins différentes avec des angulations de main, encore une fois, bien différentes. À propos de la position des mains, qu'est-ce que tu en penses, toi, du débat, enfin, un débat, mais la discussion sur les poignets cassés ou pas cassés? Alors, encore une fois, tout est une histoire de contexte. On a très souvent tendance à décontextualiser les choses, c'est-à-dire à dire il faut que ça soit comme ci ou il faut que ça soit comme ça. En réalité, pour les personnes de ton public, donc qui sont plus orientées muscu, pour moi, il n'y a aucun intérêt à bien faire des tractions avec le poignet cassé, le fameux false grip comme on l'appelle en CrossFit. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait, il n'y a pas une véritable transférabilité. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, en gymnastique ou en CrossFit, c'est intéressant de faire du false grip. Pour la simple et bonne raison, c'est que derrière, ça va nous amener vers le muscle up. Donc le muscle up, en effet, si le poignet n'est pas engagé, au moment de la transition, on va vouloir passer de la phase de tirage à la phase de poussée. Si on n'a pas ce false grip, là, ça va être problématique. Pour le coup, pour le pratiquant muscu, ça n'a pas grand intérêt, si ce n'est, je sais qu'on a déjà eu l'occasion d'en discuter notamment et tu as déjà fait des vidéos sur le renforcement au niveau du grip de manière générale. Le fait de venir effectuer un false grip, on va venir renforcer en effet tous les muscles et les faisceaux musculaires autour de l'avant-bras. Donc on aura peut-être tendance à développer un grip un petit peu plus fort. Néanmoins, dans la pratique muscu, comme je disais, je suis pas sûr que ça ait un grand intérêt. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il faut pas le faire. Mais de manière classique et conventionnelle, je pense qu'une prise tout à fait classique est amplement suffisante. Encore faut-il le contextualiser de manière générale. Continuons à parler du grip. Fondamentalement, que ce soit en pronation ou en supination, ou même en prise marteau, on peut mettre ou pas mettre le pouce. Alors c'est un débat ça. Ouais, c'est un débat. C'est un débat parce que, encore une fois, c'est une histoire de contextualisation. Beaucoup de personnes vont vous dire, vous en gymnastique, vous mettez toujours le pouce sous la barre. Oui, parce qu'en fait, en gymnastique, on va avoir un phénomène de balancier, on va se balancer, donc on va aller de l'avant vers l'arrière, voire même faire le tour de la barre. Donc forcément, quand vous allez vous retrouver la tête en bas, si vous n'avez pas le pouce, ça peut vite devenir problématique. Néanmoins, dans le CrossFit, alors un petit peu moins en muscu, on parle très souvent de la notion de dire le pouce c'est la sécurité. Non, en réalité, ce n'est pas une sécurité, parce que si on parle vraiment de sécurité, l'aspect sécurité, c'est de dire si à un moment donné il y a un problème, le pouce en fait, il va te permettre d'éviter le problème. Non, en fait, développé couché, c'est ça. Alors en développé couché, oui, mais pour le coup sur les tractions, non. Alors c'est pas que ça n'a aucun sens, mais en tout cas, ça apporte un élément de sécurité, mais c'est pas l'élément de sécurité ultime, comme on peut très souvent nous le vendre. Alors moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que sur le travail en street, par exemple sur les tractions street, j'ai tendance à dire qu'il faut mettre le pouce sous la barre pour la simple et bonne raison, c'est qu'on va pouvoir augmenter la force de grip, donc développer notre grip. Lorsqu'on va rentrer sur une pratique un petit peu plus crossfit, où il va y avoir ce qu'on appelle du cyclage, donc avec le travail notamment en keeping, le travail en butterfly, donc avec ces espèces d'ondulations qui sont assez caractéristiques du travail en crossfit. Là, ça peut être problématique parce qu'en effet, le pouce peut venir bloquer et limiter l'amplitude. Donc là, pour le coup, j'ai plutôt tendance à dire que on va avoir tendance à enlever le pouce. En tout cas, si on regarde la population des athlètes de haut niveau en CrossFit, la plupart ne mettent pas le pouce. Mais encore une fois, c'est une histoire de sensibilité. Moi, aujourd'hui, quand je fais du cyclage sur du travail de traction en butterfly, moi j'ai l'habitude de mettre le pouce sous la barre, donc je le mets. Donc c'est surtout une histoire d'habitude. Après, je pense pas qu'on puisse vraiment dire que ça fasse une différence énorme. Mais encore une fois, c'est une histoire de contexte. Et moi, j'ai tendance à dire que peut-être pour un pratiquant de muscu, ça serait peut-être plus intéressant de mettre le pouce dessous pour justement augmenter cette notion de crush grip, de vraiment de venir broyer, alors que ce soit des anneaux, que ce soit une barre de tirage ou quoi que ce soit. J'aurais tendance à dire que il serait peut-être préférable de mettre le pouce, mais encore une fois, c'est une histoire de sensibilité, etc. Quelqu'un qui a des petites mains, quelqu'un qui a des grandes mains, quelqu'un qui a une grosse poigne, d'autres qui ont peut-être une poigne un petit peu plus faible. Tout est une histoire de contextualisation encore et généraliser, faire des généralités, je pense que c'est jamais bon. Voilà, en tout cas, vous avez mon point de vue sur le sujet.
Alors, parlons un petit peu maintenant de l'écartement des mains. Est-ce que pour toi, c'est une variable que tu utilises beaucoup, plutôt serrée, plutôt large, ou pas spécialement? Alors, c'est une question que je me suis souvent posée, même encore assez récemment. J'ai lu une étude qui est sortie il y a pas longtemps, justement, sur le recrutement musculaire des différents faisceaux. Alors, dans l'étude, il y avait le biceps brachial, le trapèze, le grand dorsal et l'infra-épineux. Et dans ces muscles, donc ça a été contrôlé sous électromyographe, il en ressort que la prise large on va avoir une sollicitation musculaire, en tout cas en termes de recrutement des unités motrices, qui sera sensiblement inférieure à une prise classique, donc à une prise médium ou à une prise serrée. Donc encore une fois, moi la prise large, c'est quelque chose que j'utilise finalement que très peu. Parce qu'en plus de ça, là, encore une fois, en fonction des morphologies des athlètes qu'on va avoir, si vous avez des athlètes qui ont des petites mains, le fait d'avoir une prise très large, on va pouvoir avoir des contraintes au niveau du pouce, au niveau du poignet qui sont peut-être pas forcément très agréables. Prise large fait que aussi on va perdre un petit peu en amplitude, on va avoir une amplitude de mouvement forcément qui va être moins importante puisque le chemin à parcourir sera un petit peu plus court. Donc moi j'aurais plutôt tendance enfin en tout cas c'est ce que j'utilise moi beaucoup dans le milieu de la gymnastique et ce que tout le monde a tendance à utiliser dans le milieu de la gym et qui est également très duplicable sur la muscu, c'est d'avoir une prise classique ou une prise serrée. La prise serrée est également assez intéressante parce qu'elle va augmenter cette composante de gainage. Je trouve qu'elle est assez intéressante parce que le fait de venir se resserrer, ça va permettre de venir regrouper un petit peu l'énergie de manière un petit peu plus centrale. Et je trouve que notamment, en tout cas je le vois chez les jeunes gymnastes, le gainage est beaucoup plus important lorsqu'on va venir resserrer la prise que lorsqu'on a une prise un petit peu plus médiane. Donc voilà un petit peu les différentes analogies qu'on peut faire sur l'écartement des mains. Après moi par exemple le travail en prise large, j'aime bien le faire, de prendre en prise large, de monter sur la traction, donc sur la partie haute, et ensuite de faire du travail de déplacement à droite puis à gauche pour rentrer dans les sollicitations un petit peu plus importantes sur le bras droit ou sur le bras gauche, dans une espèce de consonante un petit peu unilatérale, même si on n'est pas vraiment sur l'unilatéral pur. Mais voilà, c'est la seule raison sur laquelle on va l'utiliser, ou lorsqu'on va faire également des tractions behind the neck, derrière la nuque, où là, bien entendu, on sera obligé de prendre un écartement de bras plus large, tout simplement pour éviter les conflits au niveau de l'épaule. Donc voilà, c'est un petit peu les deux utilisations de la prise large. On restera sur des prises plutôt classiques. Un petit mot sur la position et surtout le mouvement ou l'absence de mouvement de l'omoplate, de la scapula, parce que fondamentalement, on peut aller tout en haut, on peut monter l'omoplate tout en haut et le descendre tout en bas, ou rester un peu plus en isométrie au niveau de l'omoplate. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Encore une fois, je pense que c'est une histoire de contexte. Tu vois, par exemple, en CrossFit, dans le coaching du CrossFit, ce que j'entends souvent, c'est d'abaisser la scapula et ensuite de venir créer un tirage. Très honnêtement, mon gym, tu vois, avant d'arriver dans le milieu purement CrossFit, j'ai jamais trop entendu ce débat, tu vois. Je me suis jamais moi qui aime la muscu et la prépa physique, c'est un débat récent. Ouais, je me suis jamais trop posé la question. Et encore une fois, tu vois, je pense qu'on veut complexifier un truc où il n'y a pas la nécessité. Je pense qu'il faut rester sur des choses relativement simples. Des fois, on a tendance à vouloir se poser des questions ou à vouloir réinventer un petit peu la roue, alors qu'en réalité, il n'y a pas forcément un grand intérêt. Si ce n'est que je pense pour des personnes, tu vois, qui n'ont pas forcément l'habitude de faire des tractions, ça peut être intéressant de faire les fameux scat pull-up, tu vois, pour la notion d'activation, de venir activer l'épaule, parce que tu as des gens qui vont venir essayer de créer de la force en étant complètement passif au niveau justement de la scapula. Donc des fois leur demander de venir activer un petit peu la scapula et ensuite de venir créer la traction. Je trouve pas ça inintéressant dans l'analogie même de la traction. Mais néanmoins, encore une fois, tu vois, moi avec les jeunes athlètes que j'entraîne, imagine-toi si je commence à leur dire d'abaisser la scapula, etc. Enfin, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc encore une fois, je pense qu'il faut rester assez terre à terre et surtout s'adapter au public auquel on va avoir face. Je veux dire, toi qui as l'habitude de préparer des athlètes de haut niveau, je pense pas que tu aies l'habitude de tenir ce genre de discours, de dire attention, abaisse bien ta scapula, etc. Je pense que tu es plutôt dans une exécution
qui va être global, où tu vas essayer de voir si ça bouge bien. Et après, peut-être qu'en fonction de la manière dont va bouger ton athlète, bah, peut-être que tu vas lui demander une activation peut-être un petit peu plus importante. Ou non, je sais pas comment toi tu le vois. Moi, la problématique que j'ai avec la scapula, c'est plus quand on est en fin de concentrique. Autant ça peut être facile d'amener la barre au menton, mais fondamentalement, si je me mets de profil, on a quand même la possibilité de gagner quelques centimètres de plus et d'aller jusqu'à quasiment toucher la barre sur le sternum. Et ça, les centimètres en plus, c'est aussi parce que les omoplates, les scapulas, elles se serrent et elles descendent. Donc c'était plus sur la fin du concentrique que je voulais avoir ton avis. C'est est-ce qu'on va chercher ces centimètres pour aller au maximum de l'amplitude ou est-ce que on s'en fout un peu? Alors c'est intéressant ton complément parce que je pense qu'encore une fois c'est une histoire de contexte. Tu vois, c'est un truc où on oppose souvent les tractions au muscu où les gens vont avoir tendance en effet à venir chercher, tu vois, une extension thoracique un petit peu plus importante justement pour aller chercher ce gain d'amplitude, ou des tractions un petit peu plus orientées sur type calisthénique ou type gymnastique, où nous on va essayer de conserver la poitrine légèrement creuse, le dos, alors pas forcément arrondi, mais en tout cas dans une position qu'on appelle la position de holo, donc dans une position de gainage un petit peu plus importante. Donc là encore une fois, ça va dépendre un petit peu du contexte. Lorsqu'on va être dans une situation purement muscu, je pense qu'en effet c'est assez intéressant de venir défixer un petit peu la poitrine pour aller justement chercher une amplitude peut-être un petit peu plus importante. Et lorsqu'on va être sur un travail qui va s'apparenter peut-être un petit peu plus à une approche gymique, qui derrière va nous amener sur les muscle-up ou sur ce genre de choses, peut-être que ça sera un petit peu plus intéressant d'aller un tout petit peu dans l'amplitude, mais par contre d'être un petit peu plus dans cette consonante où on va conserver cette notion de gainage avec une forme un petit peu plus incurvée de la posture. Encore une fois, voilà, je pense que c'est une histoire de contexte. Je pense qu'il n'y a pas de vérité absolue. C'est toujours une histoire de contextualisation. Je pense qu'aujourd'hui, on a trop tendance à vouloir opposer un petit peu les spectres, ce qui est à mon avis une bêtise absolue, comme on a très souvent opposé la préparation physique générale à la préparation physique spécifique. Je pense que c'est une bêtise parce que, encore une fois, tout est une histoire de contexte. Pour terminer, je voudrais avoir ton avis sur la position du corps en général. Finalement, quand on regarde de profil les gens, qu'est-ce que tu conseilles comme action au niveau central, au niveau des muscles autour du centre de gravité? On rétroverse, on antéverse, alors, qu'est-ce qu'on dit? Moi, je suis un fervent. Je fais partie des gens qui, pour moi, la qualité d'exécution prime toujours sur le volume. C'est-à-dire que le niveau de tension lorsqu'on va faire une traction doit être absolu dans l'ensemble du corps. Ça, c'est un truc où très souvent on voit des gens, par exemple, dans les salles de muscu, qui ont tendance à faire des pull-ups, tu sais, avec les pieds croisés, les genoux légèrement ouverts, type un peu bonhomme, quoi. Et je trouve que c'est une bêtise pour la simple et bonne raison, c'est que lorsqu'on va faire une traction, plus le corps va être gainé, plus on va venir centraliser l'énergie autour de ce fameux noyau, donc autour de la ceinture abdominale, plus on va être en capacité de générer de la force et de pouvoir donc élever le corps. Tout ce qui va être, toutes les parties du corps entre guillemets qui vont être relâchées, c'est de l'énergie qui va se disperser. J'ai toujours pour habitude de dire, une seule et même personne, si vous lui faites faire une série avec un niveau de tension maximal sur 3-4 répétitions, et cette même personne, vous lui faites faire 6-7 reps, voire 8 reps, avec un corps relâché, au bout d'un mois, sur un même nombre de séances, un même nombre de répétitions sur les mêmes séries, le gain de force sera beaucoup plus significatif sur la personne qui aura mis un niveau de tension total dans son corps que la personne qui va avoir travaillé de manière un petit peu plus relâchée. Donc moi, je suis fervent partisan de dire rétroversion du bassin, engagement des cuisses, pieds collés, pointe de pied tendue, parce qu'on augmente mécaniquement la tension dans l'ensemble du corps, et bouger. Faut pas oublier que la traction fait partie de la gymnastique, et la gymnastique, c'est la capacité à mouvoir son corps dans l'espace. Donc dans différents plans, que ce soit du haut vers le bas, de l'avant vers l'arrière, sur les côtés, etc. Donc si on veut être capable de mouvoir son corps de manière efficace, pour moi, il y a besoin d'avoir une consonante de gainage qui va être extrêmement importante. Et pour terminer sur ta question, l'autre aspect qui pour moi est hyper important, c'est que la notion de gainage, on l'assimile très souvent, tu vois, la fameuse on se met en planche, etc. Pour moi, le gainage, il est absolument présent partout. Donc le fait de venir ajouter cette consonante de gainage, en même temps, va venir stimuler un autre registre que purement celui des tractions qu'on recherchait de manière initiale. Pour toi, le gainage, c'est un peu synonyme de rétroversion, là. Alors, oui, dans la notion où, en fait, le fait de venir rétroverser le bassin, on va forcément engager
ses fessiers, on va forcément engager ses abdominaux, et de manière mécanique, lorsqu'on va venir se mettre en rétroversion, et qu'on va augmenter la tension dans les jambes, le corps sera mécaniquement plus solide. Si je vous prends l'exemple d'un hollow, donc la position de ce que certains appellent en muscu la banane, quand on se met sur le dos et qu'on maintient en position de gainage, vous pouvez y aller, hein. Le mec qui va se mettre les poings flex, qui va se mettre jambes fléchies, le bassin défixé, il sera beaucoup moins fort que celui qui va se mettre en rétroversion, les poings tendus, les jambes tendues, et avec un niveau de tension maximal. Donc oui, moi je l'assimile fortement à ça, et de toute façon on retrouve après sur un exercice très simple et très basique, la planche. Vous n'allez pas faire la planche à quelqu'un en antéversion, ça n'a absolument aucun sens, parce qu'il n'y aurait pas de recrutement à la fois des fessiers et à la fois des abdos. Or, on sait que ce qui fait la connexion entre le haut du corps et le bas du corps, c'est les abdos et la contraction des fessiers qui nous permettent d'associer les deux extrémités du corps entre nous. Merci beaucoup Thibaut d'avoir partagé tout ça avec nous. Ce que je propose, c'est que si vous voulez en savoir plus sur Thibaut, où est-ce que vous pouvez le rejoindre, et ben, dans les commentaires de cette vidéo, il vous fera un petit coucou en mettant tout ton Instagram, ton site, ce que tu as envie de mettre. Je l'épinglerai tout en haut, comme ça, voilà, vous n'aurez qu'à cliquer pour en savoir plus sur Thibaut. Mais en tout cas, il a partagé beaucoup de choses avec nous. Qu'on soit plus ou moins d'accord, c'est pas vraiment si important que ça. Ce qui est important, c'est d'avoir un large spectre de réflexion. Et moi, ce que j'ai retenu, qui est revenu souvent dans ton discours, c'est le contexte est roi. Donc on peut terminer là-dessus. Merci beaucoup. Merci à toi, avec grand plaisir.